Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre bulletin de nouvelles hebdomadaire Info-Témis. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors cette semaine à Info-Témis, nous avons attractivité et rétention au Témiscamingue, un campus collégial évoqué. Le Téléthon de la ressource a amassé plus de 687 000 $ pour les personnes handicapées. Dominique Lafontaine est nommé l'artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue. Des syndicats de l'Abitibi-Témiscamingue se prononcent en faveur de l'entente avec Québec. La fonderie Horn de Rouyn-Noranda, toujours en voie d'atteindre la cible gouvernementale au niveau de l'arsenic. Et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18 h chaque mercredi soir pour notre télé-bingo hebdomadaire. Le Témiscamingue poursuit ses efforts d'attractivité. L'un des défis demeure non seulement de faire en sorte d'accueillir de nouveaux arrivants, mais aussi de les retenir. Selon la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, la liste des besoins et revendications est étoffée. Madame Bolduc évoque notamment l'ajout d'un campus collégial au Témiscamingue. Les jeunes, les étudiants, vont s'établir pour 75 % d'entre eux dans un rayon de 50 km de la dernière institution qu'ils ont fréquentée. Alors, la préfète souligne que la MRC travaille fort pour faire en sorte que nos maisons d'enseignement supérieur, cégep et universités aient le goût de développer des programmes et des formations aptes à intéresser les jeunes qui vivent sur le territoire du Témiscamingue. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue a constaté mardi passé un bris de gicleurs au centre d'hébergement et de soins de longue durée de Ville-Marie. Les 2 étages d'une aile de l'installation ont été touchés par le bris. Le secteur concerné regroupait les chambres de 8 résidents qui ont dû être temporairement relocalisés. Les autres espaces de l'aile sont dédiés à des services offerts aux résidents ou des bureaux. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue assure qu'aucune personne n'a été blessée en lien avec cet événement. Par ailleurs, la priorité de l'organisation était d'identifier les lieux d'hébergement temporaire qui répondaient aux besoins des résidents du CHSLD, nécessitant une relocalisation tout en demeurant en constante communication avec les familles et les proches des 8 personnes relocalisées. Ce bris de gicleurs n'a eu aucun impact sur les autres résidents du CHSLD. La ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec a fait appel à la générosité de ses partenaires et de la population ce dimanche. Plus de 687 000 $ ont été amassés dans le cadre du Téléthon régional. La ressource épaule plus de 2000 personnes selon leurs besoins. L'objectif de l'organisme était de récolter 500 000 $ pour améliorer le quotidien des personnes handicapées, notamment avec de l'équipement spécialisé, de l'aide à domicile et l'organisation d'activités. De nombreux témoignages de membres de l'organisme ont été présentés lors de la soirée. Des familles ont aussi parlé de leur quotidien avec des enfants qui vivent avec des handicaps. Encore cette année, avec l'aide des partenaires, des présidents d'honneur, ceux et celles qui donnent, toutes les activités qui se font partout, monsieur et madame tout le monde qui appellent et qui donnent, lors de la journée du Téléthon, on arrive à faire des miracles. Le chiffrier final de ce 27e Téléthon affichait 687 989 $ en dons. En 2023, l'événement avait permis d'amasser plus de 690 000 $. Pour sa part, le Témiscamingue a amassé plus de 32 000 $. Cette année, le prix du Conseil des arts et des lettres du Québec, artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue, a été décerné à Dominique Lafontaine, artiste, poète et musicien anishinabé pour sa légèreté, son intelligence dans son travail ainsi que son ouverture. Un montant de 10 000 $ lui a également été remis. C'est le 25 janvier 2024 que l'artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue a été couronné lors d'un 5 à 7 culturel tenu à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda. Artiste audacieux,
unique et innovant, Dominique Lafontaine se distingue par sa manière exceptionnellement libre de créer et de faire éclater les formes. Son art provoque la réflexion en mariant habilement l'art numérique, l'art autochtone et l'humour. Son travail fait rayonner la présence Anishinaabe dans l'art contemporain. Durant la même journée, le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue a remis avec honneur 5 bourses à des artistes de la relève de la région. L'objectif de cette bourse est de promouvoir et contribuer à des projets d'artistes âgés de 18 à 35 ans. Les 5 récipiendaires des bourses de la Jeune Relève 2024 sont William B. Daigle, Audrey Giroux, Elliott Paquette, Jeanne Perrin et Rodrigue Turgeon. Plusieurs syndicats de la fonction publique de l'Abitibi-Témiscamingue, membres du Front commun, ont tenu leur assemblée générale ces derniers jours pour voter sur l'entente de principe intervenue avec Québec. 2 syndicats représentant le personnel de soutien dans les écoles ont voté en faveur de l'entente, soit le syndicat des employés de soutien scolaire Aricana-CSN à 89 % et le syndicat des employés du Centre de services scolaires Lac-Abitibi à 95 %. Les premiers résultats ont aussi été publiés par le syndicat de l'enseignement de la Jamiesie et de l'Abitibi-Témiscamingue. Les membres ont accepté l'entente par de fortes majorités au niveau intersectoriel, soit à 86,5 % pour le district de Rouyn-Noranda et à 84,3 % pour le district du Lac-Témiscamingue, alors qu'au niveau sectoriel, les membres des 2 districts se sont prononcés en faveur à plus de 60 %. L'espoir pourrait être à l'horizon pour la réouverture du bureau de la Société d'assurance automobile du Québec de Kipawa. Jusqu'à présent, la municipalité a reçu entre 2 et 3 candidatures, mais elle préfère attendre jusqu'à la fin de l'appel d'offres d'emploi, soit la fin de janvier, avant de prendre une décision. On rappelle que le bureau est à la recherche d'un employé permanent pour garder ouvert le bureau. En attendant, le bureau est ouvert seulement le mardi avec l'aide d'un résident de la municipalité payé par la SAAQ. La cycliste rouyn-norandienne Olivia Barry débute sa saison de cyclisme 2024 en force avec une autre victoire sur le circuit professionnel. Celle qui porte maintenant les couleurs de l'équipe Movistar remporte la course Pro Costa de Almeria, présentée en Espagne. Il s'agissait d'une épreuve de 121 km fort exigeante pour les cyclistes, avec notamment une montée finale de 1,5 km à 7 degrés de dénivelé. C'est justement dans cette dernière montée qu'Olivia Barry a pu distancer sa principale rivale, l'Espagnole Anne Sánchez-Teban. Un total de 5 ascensions devait être réalisé par les cyclistes. Amélie Charette-Naud est la grande gagnante de la compétition locale de cégep en spectacle. Cette jeune femme, qui étudie en soins infirmiers au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, a présenté un spectacle d'humour. Elle affirme qu'il s'agissait de la première fois où elle montait sur scène pour faire de l'humour. C'est en niaisant avec ses amis qui lui ont dit qu'elle devrait s'inscrire et faire des jokes. C'était juste une blague. Puis, quand elle a regretté, ses amis avaient déjà acheté des billets, alors elle n'avait plus vraiment le choix de le faire. Originaire du petit village de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, elle a déjà songé à s'inscrire à l'École nationale de l'humour. Amélie Charette-Naud affirme qu'elle n'avait pas vraiment d'attente et qu'elle a été agréablement surprise par la tournure des événements. Le monde a très bien réagi dès sa première phrase et cela s'est poursuivi jusqu'à la fin de sa prestation. Amélie Charette-Naud affirme qu'elle a écrit ses blagues seulement la veille du concours. La conseillère à la vie étudiante Marie-Pierre Dupuis est heureuse de la forte participation à ce concours avec, cette année, 16 numéros. Elle estime qu'il y a eu plusieurs prestations de très grande qualité. Il n'y a rien à perdre à Cégep en spectacle, il y a juste tout à gagner.
Oui, il y a de beaux prix, mais juste d'avoir une belle expérience, c'est vraiment une belle occasion. Amélie Charretneau participera à la finale régionale qui regroupera 15 collèges le 23 mars prochain au Cégep Lionel Groulx, le tout dans le but de représenter l'Abitibi-Témiscamingue. Québec a annoncé un investissement de 172 000 $ dans un projet de la ressourcerie Bernard Hamel à Rouyn-Noranda. Celui-ci vise l'achat d'équipements et l'amélioration des infrastructures d'entreposage du réseau d'aide alimentaire et qui permettra d'accroître le soutien auprès de la population dans la région. Le ministre responsable de la région, Jean Boulet, a mentionné que cette aide allait soutenir les personnes les plus vulnérables et que c'était toute la communauté qu'on enrichissait. On rappelle qu'une enveloppe de près de 4,4 millions de dollars était réservée à cet appel de projet de Québec et que les investissements qui en découlent sont estimés à 16,3 millions de dollars. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs publie les statistiques de chasse concernant les orignaux pour la saison de chasse 2023. Une moins grande récolte que les années antérieures est constatée. Plus de 22 600 orignaux ont été récoltés dans l'ensemble du Québec durant la dernière saison de chasse. Près de 10 % moins d'orignaux ont été abattus au cours de la saison de chasse 2023 dans la zone 13 en Abitibi-Témiscamingue. Ainsi, la récolte totale d'orignaux s'élève à 2 593, soit 1 057 femelles adultes, 1 269 mâles adultes et 267 veaux. Il s'agit d'un chiffre légèrement plus faible que la moyenne des 4 dernières années permissives, soit une diminution de 9,3 %. L'orignal demeure l'espèce de gros gibier la plus populaire auprès des chasseurs, avec environ 170 500 permis vendus, dont 2 504 à des non-résidents. Le temps exceptionnellement chaud observé cet automne pourrait avoir réduit les chances d'observer un orignal pour certains chasseurs. En effet, l'orignal est reconnu pour réduire ses déplacements, pour fréquenter des habitats plus denses et pour adopter un rythme d'activité plus nocturne lorsque la température ambiante est relativement chaude. En ce qui concerne les feux de forêt, il est trop tôt pour conclure à un impact sur les statistiques de chasse. La fonderie Horn de Rouyn-Noranda est en voie d'atteindre la cible d'arsenic fixée par le gouvernement. Dans sa plus récente autorisation ministérielle, l'entreprise devait réduire ses émissions à 65 nanogrammes d'arsenic par mètre cube d'air lors de la première année de l'entente, soit entre le 16 mars 2023 et le 15 mars 2024. Selon les données disponibles sur le site Internet de Glencore, au 30 décembre dernier, la fonderie Horn avait émis en moyenne 46 nanogrammes d'arsenic par mètre cube d'air, selon les relevés effectués à sa station légale. Les normes en matière de cadmium, de nickel et de plomb sont elles aussi respectées jusqu'à maintenant par l'entreprise qui appartient à Glencore. En 2024-2025, la fonderie Horn devra de nouveau réduire ses émissions d'arsenic dans l'air pour passer à 45 nanogrammes par mètre cube d'air par année. Un plan devra être présenté d'ici décembre 2027 pour atteindre éventuellement la norme annuelle de 3 nanogrammes d'arsenic par mètre cube d'air. Au dernier trimestre, un sommet de 215 nanogrammes d'arsenic par mètre cube d'air a été mesuré lors de la journée du 21 octobre. Pour le moment, la fonderie Horn n'a pas de normes quotidiennes à respecter. La dernière entente avec le gouvernement provincial prévoit des normes quotidiennes à partir de 2027 pour l'arsenic, le plomb, le nickel, le cuivre, le zinc et le cadmium. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue devrait essuyer un déficit de 90 millions de dollars pour l'année 2023-2024. Le plus gros problème réside dans la main-d'œuvre indépendante, les agences qui coûtent plus cher que les employés réguliers
et qui est utilisé à outrance pour combler tous les corps de travail. La présidente directrice générale du CISAT, Caroline Roy, admet cependant que ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi l'indexation et l'augmentation des taux. Ce qu'on vit dans la population, on le vit aussi au sein de notre organisation quand on achète de la nourriture et des denrées alimentaires. Il y a aussi les taux financiers, explique-t-elle. À titre d'exemple, pour l'année 2022-2023, selon le rapport financier annuel du CISAT, le déficit avait été de 43 millions de dollars. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue n'est pas le seul CIS ou CIUS au Québec à prévoir un déficit de plusieurs millions de dollars à la fin de l'année. La plupart des organisations blâment notamment le recours à la main-d'œuvre indépendante et les heures supplémentaires. Les établissements de santé craignent évidemment des compressions. Au cours des 5 dernières années, 92 constats d'infraction dans le district judiciaire d'Abitibi ont été remis aux citoyens qui ne respectaient pas le corridor de sécurité. Cette loi, qui est entrée en vigueur en 2012, oblige les automobilistes à ralentir et à respecter le corridor de sécurité quand un véhicule prioritaire a ses gyrophares allumés et est immobilisé dans l'accotement. C'est dans le secteur de Rouyn-Noranda où le plus de constats ont été remis avec 29. Val-d'Or arrive en deuxième avec 23. Dans la province, les autorités ont remis en moyenne 797 constats annuellement pour cette raison au cours des 6 dernières années. L'ouverture des maisons des aînés et alternatives à Rouyn-Noranda et Val-d'Or, maintes fois repoussée, devrait avoir lieu cet été selon le CISAT. Selon les échéanciers de l'organisation, celle de Val-d'Or devrait être terminée en premier et une date d'ouverture officielle sera connue dans les prochains mois, mentionne la présidente directrice générale du CISAT, Caroline Roy. Rappelons qu'initialement, la construction de ces bâtiments devait être finalisée avant le temps des fêtes. Actuellement, le CISAT est toujours en processus de recrutement pour former les premières équipes qui vont travailler dans ces établissements. Du côté de Palmarol, les appels d'offres pour débuter les travaux sont prévus dans les prochaines semaines. À Macamic, les appels d'offres sont déjà entamés pour la future maison des aînés qui remplacera à terme l'actuel CHSLD. L'objectif est de commencer les chantiers cette année. 2 phases d'un projet majeur sont sur le point de s'amorcer également, c'est-à-dire l'aménagement de l'urgence soins intensifs et d'un bloc opératoire à l'hôpital d'Amos. L'entreprise minière Falco vient de signer une convention de licence d'exploitation et d'indemnisation avec Glencore concernant le projet Horn 5, dont le gisement est situé près de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Les 2 compagnies avaient déjà conclu une entente de principe en 2021, mais elles ont précisé les détails de leur partenariat. C'est un travail de longue haleine, près de 5 ans de discussion, précise le président et chef des opérations de Falco, Luc Lessard, qui qualifie la démarche d'entente de bon voisinage. Des travaux d'investigation ont dû être entrepris sur le terrain pour sécuriser Glencore sur le bien fondé d'une entreprise comme Falco qui pourrait développer un projet sous ou à proximité de la fonderie Horn. Falco vise à exploiter un gisement d'or, d'argent, de cuivre et de zinc. La fonderie Horn traiterait le cuivre et le zinc, alors que les métaux précieux seraient traités dans une usine construite par Falco sur l'ancien site de la mine Quémont à Rouyn-Noranda. Les gens avaient un certain doute sur la possibilité d'obtenir la licence d'exploitation de Glencore, étant donné qu'il s'agit d'un gisement qui se trouve près d'une fonderie. C'est pour cette raison que ça a pris beaucoup de temps et d'énergie, explique Luc Lessard. L'entreprise tente maintenant de boucler le financement du projet, estimé à plus de 1,1 milliard de dollars. Falco poursuit également ses demandes de permis auprès du gouvernement du Québec. Le projet devra être soumis au Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP. La question de la qualité de l'air pourrait se retrouver dans les discussions puisque Falco doit convaincre le ministère de l'Environnement que son projet n'ajoutera pas de contaminants dans l'air de Rouyn-Noranda.
Une démonstration a été faite auprès du ministère pour démontrer que le projet n'ait pas d'éléments supplémentaires de toxicité. Sûrement que des discussions additionnelles auront lieu dans l'analyse finale lors du processus d'audience publique. La compagnie minière espère la tenue d'audience du BAP avant la fin de l'année 2024 et pourrait amorcer certains travaux de préparation en 2025. La durée de vie envisagée de la mine est de 15 ans. Samuel Ramsey-Houle, mairesse suppléante et présidente du comité logement de Rouyn-Noranda, souligne que la modification au zonage visant à réglementer les locations de type Airbnb n'ajoute pas de logements sur le territoire. La Ville tente toutefois de restreindre la perte de logements pour des locations à court terme. Rouyn-Noranda vient aussi encadrer le nombre de logements Airbnb par immeuble. Dans les 2 ou 3 dernières années, ce qu'on voyait beaucoup, c'était le nombre exponentiel de bâtiments avec des unités de logement qui se transformaient en hébergements touristiques de courte durée. Donc, des bâtiments de 6, 10 ou 12 logements se transformaient en unités locatives, mais n'étaient pas avec des baux. Avec la nouvelle réglementation, la Ville de Rouyn-Noranda veut éviter de perdre du logement locatif sur son territoire. De son côté, Philippe Marquis, membre du conseil d'administration de l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue, estime qu'en raison de la pénurie actuelle de logements, des restrictions plus importantes auraient été nécessaires. Dans l'idéal, il n'y aurait pas de Airbnb. Il y a du monde dans la rue, 120 ménages locataires vont être privés de leur logement avec l'histoire de la zone tampon, et il y a présentement 140 demandeurs de logement social en ville. Ce sont donc des gens admissibles au logement social qui vivent une situation difficile. La nouvelle réglementation ne s'appliquera pas aux propriétaires qui faisaient déjà de la location courte durée avant novembre 2023. Après des années d'attente, tout porte à croire que la poursuite de policiers de la Sûreté du Québec de Val-d'Or contre Radio-Canada va aller de l'avant. Enclenchée en octobre 2016, elle était à la hauteur de 2,3 millions de dollars à l'époque. Il est fort probable que ce montant ait augmenté. 48 policiers demandent un dédommagement pour atteinte à leur réputation à la Société Radio-Canada et à la journaliste Josée Dupuis. Cette demande fait suite au reportage de l'émission Enquête en octobre 2015 qui portait sur des allégations d'abus à l'égard de femmes autochtones. Les policiers estiment que le reportage était biaisé et trompeur et qu'il a envenimé les relations avec la communauté autochtone. Souvenez-vous qu'il n'y a eu aucune accusation contre les 6 policiers dans l'affaire de plainte de femmes autochtones à Val-d'Or. Cependant, la poursuite envers Radio-Canada va se mettre en branle en février à Montréal. La journaliste qui a signé le reportage, Josée Dupuis, doit en principe témoigner. Des parents craignent pour l'avenir de l'enseignement secondaire à l'École boréale à Normétal. Une consultation auprès de certains parents d'élèves qui fréquentent cette école sème l'inquiétude chez plusieurs d'entre eux. Le pavillon de Normétal de l'École boréale accueille 105 élèves de la maternelle 4 ans jusqu'à la 2e secondaire. De ce nombre, 39 élèves sont au secondaire. Ils seraient en évaluation pour la fermeture du premier cycle du secondaire. Un sondage a eu lieu auprès des parents de 4e et 5e année. Ce sondage consistait à savoir si les parents préféraient envoyer leur enfant à la cité étudiante Paulino de la Sarre ou ici à Normétal. Tous les parents sont invités à se présenter à la réunion du conseil d'établissement du pavillon de Normétal ce soir à 18h30 pour poser des questions et pour obtenir des réponses. Les parents veulent se mobiliser pour se faire entendre parce que le centre de service scolaire ne les a pas informés de rien du tout. Toute la communauté est concernée par ce changement et la fermeture du secondaire affecterait également toute la communauté du nord de l'Abitibi-Ouest parce que cette école sert aussi
Val-Canton, La Reine, Saint-Lambert et Dupuis. La direction générale de la municipalité de Nord-Métal affirme de son côté qu'elle n'a pas été informée ni consultée dans ce dossier. Elle exprime aussi son inquiétude, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que la fermeture des classes du secondaire est envisagée à Nord-Métal. Le Centre des services scolaires Lac-Abitibi confirme qu'il procède actuellement à l'évaluation des besoins pour chacun de ces bâtiments. Il est en cours de consultation auprès des parents qui fréquentent le secondaire à Nord-Métal afin d'avoir un portrait clair de la situation et de faire une analyse approfondie et complète. À ce moment-ci, il n'y a aucune décision de prise concernant le pavillon de Nord-Métal. C'est le tour de la municipalité de Galichan, en Abitibi-Ouest, d'être placée sous l'administration provisoire de la Commission municipale du Québec. Le conseil municipal n'a plus le quorum requis depuis la démission d'un 4e membre survenu plus tôt en janvier. Un premier conseiller avait démissionné en novembre dernier, puis 2 autres quelques semaines plus tard, ce qui plaçait déjà le conseil dans une situation précaire. Normalement, la municipalité serait allée en élection pour remplacer ceux qui ont démissionné, mais se serait retrouvée en élection dans le temps des fêtes. Il a été décidé de reporter les élections après les fêtes. Et là, on a perdu une autre conseillère. On n'avait plus le quorum, explique le maire de Galichan, Serge Marquis. La situation retarde l'adoption du budget municipal qui était prévu le 16 janvier. Le budget de l'an dernier avait fait grand bruit dans la municipalité alors que certains propriétaires avaient dû encaisser une hausse de taxes de 35 %. Jusqu'à la tenue d'une élection partielle d'ici la fin mars, la commission municipale adoptera les résolutions de la municipalité. Le conseil municipal retrouvera ses pleins pouvoirs dès qu'il aura de nouveau le quorum, soit 4 membres du conseil en incluant le maire. L'entreprise Saillon procède à une réorganisation de ses opérations et annonce le licenciement de 15 employés, majoritairement des cadres. La compagnie Sayona précise dans un communiqué que dans le cadre de ces changements, le chef de la direction de la filiale québécoise de la société, Guy Bello, a quitté son poste le 24 janvier. Sylvain Collard, chef des opérations de Sayona au Québec, sera responsable de la gestion de tous les projets et opérations dans la province, dont ceux d'Autier, près d'Amos et de Mont-Blanc, au nord-ouest de Chibougamau. Une analyse des opérations est aussi en cours au complexe Lithium Amérique du Nord, à La Corne en Abitibi, pour assurer la viabilité financière du projet et afin de répondre à l'évolution rapide des conditions du marché mondial du lithium. La LHJMQ s'allie pour une 10e année avec l'Association canadienne pour la santé mentale ainsi que l'Association québécoise de prévention du suicide pour sensibiliser la population sur les enjeux de santé mentale dans le cadre de son programme Parlons-en. Une série de matchs spéciaux à laquelle tous les clubs prendront part a débuté le 18 janvier dernier à Saint John. Les Foreurs de Val-d'Or tiendront leur joute spéciale le 9 février prochain, alors qu'ils se mesureront à l'équipe d'Acadie Bathurst, tandis que pour les Huskies de Rouyn-Noranda, ce sera le 2 mars lors d'un match contre Chicoutimi. Vincent Dany, responsable des communications pour les Huskies de Rouyn-Noranda, précise que leur match du 2 mars sera en partenariat avec la Fondation Martin Bradley, organisme qui vise l'amélioration de la qualité de vie des personnes affectées par la maladie mentale. Ils feront la mise au jeu protocolaire et donneront des pamphlets de sensibilisation aux maladies mentales dans l'entrée de l'aréna. Le programme Parlons-en de la LHJMQ est destiné à sensibiliser et fournir des outils aux joueurs et au personnel de la Ligue concernant les enjeux de santé mentale et le suicide. Le but du programme est de déstigmatiser les problèmes de santé mentale et de favoriser la discussion sur le sujet. Nos joueurs sont privilégiés, mais ils ne sont pas pour autant à l'abri de problèmes de santé mentale. Personne n'est à l'abri, en fait. Et en 2024, il faut en parler.
Un des objectifs de ce programme est entre autres de donner à nos joueurs des moyens de reconnaître les premiers signaux évoquant des problèmes de santé mentale non seulement pour eux, mais aussi pour leur entourage. Le programme Parlons-en est fondamental pour nos joueurs et membres du personnel afin de démystifier et normaliser les problèmes de santé mentale et ainsi en faciliter les discussions autour des problématiques auxquelles chacun peut faire face. Favoriser la persévérance scolaire et la réussite des étudiants issus des communautés autochtones, c'est la mission que s'est donnée l'Institut national des mines avec la création de son guide d'accompagnement de formation professionnelle. Jusqu'à présent, aucun matériel didactique ne permettait aux enseignants de soutenir les élèves autochtones dans leur parcours de formation professionnelle. C'est pourquoi les deux autrices, Sophie-Anne Soumi, également conseillère innovation et recherche à l'Institut national des mines, et Émilie Deschaines, ont tenu à élaborer de réelles pistes d'action basées sur la sensibilité culturelle. Attirer davantage d'élèves en formation minière est aussi un autre objectif du guide d'accompagnement. Selon le directeur du Centre régional d'éducation des adultes, Kriya-Kichiamik Martin Adam, situé à Val-d'Or, sera un outil de plus pour rendre les formations plus inclusives. Selon Christine Duchesneau, présidente directrice générale à l'Institut national des mines, le guide pourrait potentiellement être utilisé dans d'autres secteurs scolaires, comme dans les écoles primaires ou secondaires. Le 26 janvier dernier, lors d'une rencontre du Comité sur la forêt de l'Union des municipalités du Québec avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina, les membres du comité ont exprimé à nouveau leurs préoccupations face aux défis croissants liés aux incendies de forêt et aux épidémies dans les régions forestières du Québec. La préoccupation majeure réside dans la diminution des possibilités forestières annoncées en novembre pour les régions du nord du Québec, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Mauricie. Les membres du comité s'inquiètent quant à la possibilité de vivre des événements similaires dans les années à venir. Lors de cette même rencontre, le comité a salué les investissements de 469 millions de dollars sur 8 ans annoncés par le gouvernement du Québec dans sa dernière mise à jour économique pour répondre aux incendies de forêt de l'été 2023. Les 200 millions de dollars annoncés sur 8 ans pour reboiser 25 000 hectares sont un excellent premier pas. Toutefois, l'ampleur des besoins nécessitera des sommes supplémentaires importantes, environ 300 000 hectares de superficie destinée à la récolte, ayant brûlé et nécessitant un reboisement au Québec. Face à ces défis, les membres du comité appellent à court terme à un plan d'investissement sur 15 ans pour le reboisement des superficies touchées par les perturbations naturelles. Le comité demeure fermement engagé à collaborer avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour développer des solutions durables et adaptées aux réalités spécifiques de chaque milieu. Les changements climatiques rendent plus fréquentes les perturbations naturelles et mettent à risque les possibilités forestières dans nos régions. Le comité tourne désormais son attention vers les budgets 2024 des gouvernements du Québec et du Canada, demandant des sommes supplémentaires pour répondre aux besoins des communautés forestières au Québec. Selon le recteur de l'UQAT, Vincent Rousson, le plafonnement des étudiants étrangers par Ottawa vient rétablir une équité entre les universités du pays, notamment avec certaines universités ontariennes. Cela étant dit, le recteur reste optimiste pour les quelques 500 à 600 étudiants étrangers qui viennent étudier à l'UQAT par année. Pour lui, la mesure du ministre fédéral de l'Immigration, qui a pour but de réduire la pression immobilière sur les différentes communautés canadiennes, aura peu d'impact à l'UQAT. Pour Vincent Rousson, il est évident que la clientèle étudiante est partie prenante de la pénurie de logements. Il ne croit toutefois pas que les étudiants étrangers devraient porter le fardeau de la crise. Notre-Dame-du-Nord, Val-d'Or, Rouyn-Noranda,
Amos, Mont-Laurier et Montréal sont tous par ailleurs des lieux envisagés pour établir de nouveaux projets de résidence, mais selon le recteur, la machine administrative gouvernementale ralentit les projets. L'écart salarial entre hommes et femmes au Québec, bien que réduit au fil des ans, demeure encore une réalité. Selon l'Institut de la statistique du Québec, en 2022, lors des dernières données disponibles, les femmes gagnaient en moyenne 29 $ par heure, tandis que les hommes percevaient plus de 32 $. Symboliquement, cela signifie que les Québécoises travaillent gratuitement en décembre. En 2020, le salaire horaire moyen des femmes immigrantes n'était que de 23,43 $, bien en deçà de celui des hommes nés au Québec. L'Institut de recherche et d'information socio-économique souligne que des facteurs tels que le statut migratoire et le niveau d'éducation influencent considérablement ces inégalités. En 2022, environ 61 % des femmes étaient actives sur le marché du travail, comparativement à environ 68 % chez les hommes. Cependant, les femmes continuent d'être majoritaires dans des professions moins rémunératrices comme la santé et l'enseignement. Le 21 novembre 2023, la loi sur l'équité salariale a célébré son 27e anniversaire. Bien que des progrès aient été réalisés depuis son adoption, la route vers une équité salariale réelle est encore longue, en particulier pour les groupes de femmes les plus vulnérables. Bien que le Québec ait réalisé des avancées notables, l'équité salariale reste un objectif lointain, en particulier pour les femmes les plus marginalisées de la société. Si l'on observe une amélioration progressive de l'écart salarial, certaines catégories de femmes, notamment les immigrantes, continuent de faire face à des défis significatifs. Cette réalité souligne l'importance d'une approche nuancée pour comprendre et aborder l'écart salarial au Québec. Fraîchement élue, porte-parole féminine de Québec solidaire, Émilise Lessard-Terrien profite du caucus de la rentrée de Québec solidaire pour accorder un mandat d'importance aux membres de son équipe. Chaque membre se verra attribuer une ou deux régions afin d'être ses yeux et ses oreilles partout sur le territoire. Elle promet de passer beaucoup de temps sur le terrain pour défendre les intérêts des régions, mais elle ne peut y arriver toute seule. Les gens sur le terrain en ont long à dire et le caucus solidaire sera à leur écoute. Comment se vit la crise du logement? Quelles sont les répercussions des réformes en santé et en éducation dans nos régions? Quelles sont les solutions des gens sur le terrain? La porte-parole de Québec solidaire voulait s'assurer que des liens avec les communautés se pérennisent et que ces échanges percolent jusqu'au Parlement. Si on veut construire le Québec de demain, tout le monde doit avoir voix au chapitre. Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire, se dit très enthousiaste par ce mandat d'Émilise au caucus. C'est un projet emballant et à son image. Ça lui permettra d'être en contact constant avec notre équipe, même si elle ne sera pas toujours avec nous au Parlement. En tant que porte-parole extra-parlementaire, elle prévoit être à l'Assemblée nationale 2 ou 3 semaines par mois d'ici juin et passer le reste de son temps sur le terrain. L'accès aux services publics, la santé et l'éducation, l'habitation, la hausse du coût de la vie et l'environnement seront parmi les priorités de Québec solidaire au cours de la prochaine session. Le saviez-vous? Le Canada est le pays qui pratique le plus de télétravail au monde. Selon une étude de l'Institut IFO et Écopole Europe, les Canadiens mènent avec une moyenne de 1,7 jours de télétravail par semaine, surpassant même les pays anglo-saxons comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Cette tendance mondiale se reflète également au Québec, où le télétravail a pris une place significative dans la vie professionnelle. Au Québec, une enquête menée par Andréane Deschaines, professeure en gestion des ressources humaines à l'Université du Québec à Rimouski, en partenariat avec le syndicat de professionnels et professionnels du gouvernement du Québec, révèle que 79,6 % des répondants sont en télétravail 3 jours ou plus par semaine.
Cette enquête, qui a sondé plus de 5000 professionnels, met en lumière un désir de flexibilité dans le choix des jours de travail en présentiel et une préférence marquée pour le télétravail, surtout parmi ceux qui sont à temps complet à distance. L'étude souligne également les avantages perçus du télétravail, tels que l'absence de déplacement, les économies réalisées et la flexibilité des horaires. Cependant, elle révèle aussi une insatisfaction quant à la rigidité des jours de travail en présence imposés par certaines politiques cadres. Malgré ce défi, plus de 70% des répondants souhaiteraient effectuer 4 ou 5 jours de télétravail par semaine. Ces résultats suggèrent que le télétravail, loin d'être une simple conséquence de la pandémie, s'est ancré dans les habitudes de travail au Québec. La Banque du Canada laisse son taux de directeur inchangé à 5 %, une décision qui confirme pour la première fois que les hausses sont terminées et qui ouvre la porte à une baisse des taux. À 3,4 %, l'inflation reste trop élevée selon la Banque du Canada, qui souligne que le manque de logements fait obstacle à la baisse de l'inflation. Les prix des logements et des aliments augmentent encore trop vite. Les attentes d'inflation et la croissance des salaires nuisent aussi. Le retour à la cible de 2 % sera lent. La plupart des économistes maintiennent leur prévision d'une baisse du taux directeur dans la première moitié de l'année, en avril ou en juin. La détérioration rapide de l'économie canadienne pourrait forcer la Banque centrale à baisser son taux plus tôt que tard, estime Jocelyn Paquette, économiste de la Banque nationale. Elle n'attendra pas que l'inflation soit revenue à la cible de 2 % avant d'entamer le mouvement de baisse. Les renouvellements hypothécaires qui continuent de s'effectuer à des taux d'intérêt plus élevés, le ralentissement de la croissance démographique et le remboursement des prêts du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes assombriront encore davantage les perspectives déjà peu reluisantes, estime Randall Bartlett, directeur principal économie canadienne chez Desjardins. La Banque du Canada ne veut parler de récession. Chez Desjardins, comme à la Banque nationale, on est d'avis que le Canada ne peut échapper à une récession comme semble croire la Banque du Canada. Si la Banque centrale tient à ramener l'inflation globale à la cible de 2 %, ça ne peut pas se faire sans récession en raison de la hausse du coût du logement qui ne relève pas de la politique monétaire, estime Jocelyn Paquette. La hausse des taux d'intérêt fait augmenter le coût du logement, mais c'est surtout la pénurie de logements qui fait grimper les prix, un problème qui relève du politique. Le gouverneur a répété que la politique monétaire s'applique à toute l'économie, pas au seul secteur du logement, et que les prix de plusieurs biens et services sont encore trop élevés. Le taux d'inflation restera autour de 3 % pour la première moitié de l'année, selon la Banque, et reculera à 2,5 % à la fin de 2024. Le retour à la cible de 2 % est prévu pour 2025. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Ici Lauren McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infotémis. Au revoir.